on a été bien dans le détail là, juste avant. Je profitais de ta présence, puisque TF1 en ce moment n'arrête pas on va dire de se bouger. Vous regardez aussi beaucoup ce qui peut se passer à l'international. Donc il y a pas si longtemps, vous étiez aux États-Unis. On voit bien que là-bas, sur l'achat média, la programmatique, à la télé, etc., il se passe beaucoup de choses. Donc finalement, vous allez en learning expedition un peu partout dans le monde. Là, c'était aux États-Unis cette fois-ci. Est-ce que tu peux partager peut-être un petit peu avec nous qu'est-ce que tu as vu comme tendance là-bas en termes de programmatique, en bonne pratique sur l'achat média télé en général? Tout à fait. Alors bonjour à tous et à tous. Effectivement, on est parti en février dernier, quelques jours, et on a vu des agences médias, on a vu des régies télé, et nous avons également vu des acteurs technologiques. Et donc déjà, il y a trois, j'ai préparé quelques slides, mais il y a trois enseignements à retenir. Le premier, c'est que la télévision linéaire s'achète là-bas au CPM. Je vais développer pour une partie. Le deuxième point, c'est que le programmatique télé linéaire est opérant là-bas sur ce marché. Et le troisième point, c'est l'essor de la data, où ils ne sont plus du tout dans une logique, on va dire, de test and learn en ce qui concerne la télévision, et que certains acteurs, et notamment NBC qu'on a été voir en particulier, proposent jusqu'à 8000 segments de data différents, avec évidemment à la fois de la third party, mais également Comcast sur lequel ils peuvent s'appuyer en tant que fournisseur de données. Donc c'est assez colossal. Alors maintenant, je vais quand même dérouler les 2-3 slides que j'avais préparés pour partager avec vous, puisqu'il s'agit de partager. Donc déjà, le marché US, il fait un peu rêver pour ceux qui font de la télé dans la salle. C'est un marché de 75 milliards de dollars. Donc c'est 23 fois le marché pub français quand c'est 5 fois la population. Donc je vous laisse deviner effectivement la capacité qu'ils ont à aimer la publicité. On les aime beaucoup pour ça. C'est un marché qui est à 3 niveaux. Donc il y a évidemment le marché national qui, vous voyez, représente 53%. Ensuite, il y a un marché régional. Rien que la région de New York et New Jersey, c'est 10 milliards de dollars en termes d'investissement. Donc c'est juste énormissime. Et le local qui représente 7%. Alors, autre enseignement qui casse un peu le moral, c'est les CPM élevés sur la télévision, puisque les échelles vont de 20 $, exemple sur une cible 18-49 ans, et peuvent aller donc sur du digital autour de 25 $. Là, on est un peu plus proche, on va dire, mais sur la télévision, finalement, l'écart type entre les deux est assez faible par rapport à ce qui se passe sur le marché français. Alors, ils ont aussi une manière de vendre la télé qui est un peu différente de la nôtre, avec les systèmes des upfront, où 60% des investissements sont réalisés donc en mai, où là, ils convient les grands annonceurs, les grandes agences, comme vous le savez, pour vendre leur inventaire premium. Et après, ils travaillent sur une logique de long tail. Ce qui est intéressant, c'est que la long tail est plus chère que l'upfront. Donc ça, c'est aussi un truc assez intéressant. Là-bas aussi, il y a un modèle économique assez particulier avec les câblos, puisque en fait, il a été décidé pour pouvoir gérer la télévision adressable, d'octroyer aux câblos 2 minutes par heure, sur lequel les câblos donc, peuvent monétiser donc, de l'adressable TV et derrière aussi tout ce qui est, on va dire, marché local. Donc, on a notamment rencontré Altis, qui effectivement travaille et œuvre et fait donc plus de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est juste extrêmement important sur la fameuse région donc de New York et du New Jersey, et qui vendent donc de la publicité à la fois télévision linéaire mais également du digital à par exemple un concessionnaire qui est à New York avec des CPM qui sont l'ordre de 300 € puisque ils vont effectivement aller toucher l'acheteur de Chevrolet blanche avec 4 roues mais qui a la clim et qui fait effectivement de la musique en claque des doigts. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Une pression pub absolument dingue, puisque c'est 20 minutes par heure, que ce soit en télévision ou sur les univers replay. Donc eux, ils ne se prennent pas la tête là-dessus. Ça prend un peu de temps pour voir son film, quoi. C'est un peu ça. Alors, notre icône chez TF1, qui est Linda Yaccarini, qui est la patronne d'NBC, qu'on observe beaucoup, elle a déclaré il n'y a pas longtemps, et elle a aussi œuvré, en disant « less is more ». Donc, ils ont décidé, NBC, de réduire de 10% l'inventaire télévision linéaire pour pouvoir remonter la valeur et justement baisser la pression pub par rapport au fait qu'il y a la montée de la SVOD, qui est mon point d'après. Donc, aujourd'hui, 55% des Américains sont souscripteurs d'une offre de SVOD, et évidemment Netflix en dominant, quand c'était 37% en 2016. Donc c'est assez rapide. Ouais. Et donc il y a un petit peu ce phénomène, de cord-cutting, enfin ce qu'on dit de désabonnement des fois. Donc il y a ce phénomène un peu de ad-free, d'où l'enjeu de travailler en télévision sur un inventaire resserré et travailler la valeur. Et ils ont une DEI, comme vous le savez, qui est effectivement même supérieure aujourd'hui à la nôtre sur la partie linéaire.
La vision en 2020 du marché, puisqu'on a été voir les régimes, on a été également voir les agences, c'est deux learnings assez intéressants. Le premier, c'est qu'on va être dans un marché bipolaire, avec d'un côté un marché qui va travailler la partie audience planning, programmatique, data, et un marché, et c'est quand même une très bonne nouvelle pour la maison que je représente et évidemment les médias au sens large, c'est le content planning. C'est-à-dire derrière ça, la valeur du contexte et l'importance de l'inventaire premium et l'importance aussi de continuer à négocier les inventaires notamment de peak time dans une logique de gré à gré où on met de nouveau en avant nos line-up et nos contextes. Donc ça, c'est derrière tout ce qui est opération spéciale, évidemment, etc. Donc il y a une vision comme ça bipolaire à 50-50 de la répartition des investissements à 2020-2021. Et après, il y a la montée en puissance de ce qui s'appelle là-bas l'Advanced TV. Dans l'Advanced TV, vous avez le programmatique, l'addressable, vous avez la Connected TV, vous avez l'Interactive TV, tout ce qui est évidemment vidéo, donc il décline un certain nombre de segments. Aujourd'hui, le poids représente à peu près 10% et il voit à échelle de 2020 à peu près 30% des investissements qui seraient faits en Advanced TV. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez significatif quand on le rapporte au poids des investissements télé sur le marché US. Après, il y a un petit zoom sur NBC. Donc, NBC s'est lancé dans une plateforme qui s'appelle ATP. Et donc là, c'est là où ils vendent en fait 8000 segments disponibles. Donc, vous connectez sur la plateforme. Vous dites, voilà, je veux une jeune femme de 30 ans qui est fan de running, qui aime effectivement le bio et qui habite en centre-ville. Derrière, la plateforme vous dit, bah voilà, ça peut donner tant d'impressions par rapport à ce segment-là. Et derrière, si le segment est trop petit, ça ne valide pas la campagne. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, ce qui est moins intéressant, c'est que ce n'est pas connecté à l'inventaire. Donc derrière, il y a des équipes qui retravaillent la mise en application des plans. Donc ça nous a un petit peu étonné par rapport à l'imaginaire qu'on avait. Automatisé, uniquement avec c'est de pas si automatisé. ouais. En fait, c'est vraiment une plateforme de front office, mais derrière, le back est encore géré de manière extrêmement artisanale. Donc ça, on était un petit peu surpris. Alors l'autre learning important, c'est qu'au départ, ils se sont dit, on va créer des cibles sur étagère pour faciliter le travail des agences et des annonceurs. Et finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils disent que le vrai enjeu, c'est une relation tripartite annonceur-agence et régie, et de travailler sur des cibles custom. Et donc de bien impliquer les différents maillons de la chaîne de valeur pour pouvoir arriver dans une démarche de data. Donc c'est ça qui est assez finalement intéressant. Ciblé, mais quand même de la masse critique. Il ne faut pas non plus tomber dans l'ultra ciblage tellement Exactement. petit qu'à la fin on et n'a plus d'effet. surtout un ciblage qui est vraiment sur mesure et qui correspond aux attentes des annonceurs et piloté par l'agence. Alors justement sur la programmatique, bon c'est vrai qu'on en parle d'abord sur le digital. Maintenant effectivement, il faut peut-être que tu expliques. Je parlais de télé. Hein. Oui, mais en tout cas en France, on en parle pour le coup plus près de chez nous, beaucoup sur le digital. On voit bien qu'il y a la télé adressable. Peut-être tu peux expliquer en 2 secondes pour les gens du digital ce qu'on appelle la télé adressable. Donc déjà, il y a effectivement un enjeu sur le marché français. On devrait avoir une position d'ici la fin de l'année dans le cadre de la refonte de la loi audiovisuelle sur l'ouverture à la télévision adressable en France. Donc, ce qui veut dire que par rapport à mon spot de télévision qui est diffusé sur le territoire national, demain, j'aurai la capacité de pouvoir diffuser ce spot sur une zone géographique donnée. Je ne donne pas l'amplitude de la zone géographique puisqu'on n'a pas aujourd'hui la position du gouvernement entre est-ce que c'est une région jusqu'à à une logique de foyer. Mais en tout cas, l'idée, c'est donc de pouvoir émettre à un moment donné différents spots de pub en fonction de certains critères et notamment des critères géographiques pour pouvoir adresser une publicité adaptée. On est dans une logique là, foyer évidemment, en termes de ciblage. Donc pour un retailer, demain, je peux faire des pubs pour chaque magasin, pour chaque région un peu différente, ou pour d'autres qui ne pouvaient pas se permettre d'aller en télé. Exactement, ou un concessionnaire auto, mais aussi je suis annonceur long tail, ça ne m'intéresse pas de communiquer en national parce que j'ai un référencement uniquement dans la zone sud, la capacité de pouvoir avoir une campagne de télévision entre guillemets linéaire sur ma zone uniquement de captation de business. Donc là, on a quand même un rapprochement de plus en plus de ces logiques data plus télé qui fusionnent. Quoi. Donc si ça arrive, ça veut dire qu'il va falloir effectivement accélérer sur toute la dimension de plateforme parce que aucune des régies aujourd'hui nationales ne sont effectivement staffées pour pouvoir répondre notamment à cette partie long tail. Donc l'automatisation de toute façon doit avoir lieu. Ça implique aussi une discussion et on va dire arriver à se mettre d'accord avec les opérateurs, les FAI, puisque la data effectivement passerait notamment par les box opérateurs et donc ça implique aussi de structurer ce marché. Donc en ce moment même, il y a des travaux et des workshops qui sont calés avec le SNPTV, mais c'est vrai qu'on attend un peu la position du gouvernement. Donc ça pourrait effectivement changer la donne et faire que demain, on ait à gérer à la fois un inventaire national et à la fois un inventaire, on va dire, plus géolocalisé.
Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on attend la législation, qu'on ne doit pas avancer, puisque en parallèle de ça, on a une pression aujourd'hui des agences et des annonceurs nous régis pour nous dire, aussi sur la partie média historique, que ce soit la télévision, la presse, l'affichage ou la radio, on veut gagner en productivité, on veut gagner en simplicité. Donc vous avez effectivement un enjeu d'être plus accessible et de quelque part faciliter l'accès à votre offre. Donc nous, on a décidé depuis maintenant un peu plus de quasiment 3 ans, de lancer une plateforme qui s'appelle la Box. Voilà. Donc cette Box, jusqu'à la fin de l'année dernière, elle était vraiment servicielle. Elle permettait effectivement aux agences de pouvoir poster leurs briefs. On leur donnait leur suivi de campagne. Ça permettait d'avoir de l'information. Et là, on l'a rendue transactionnelle. Donc là, je peux dire que oui, désormais, TF1 Publicité fait du programmatique télé, puisqu'on a créé l'achat express, qui est un système d'achat de yield à moins 4 jours, où en fait, sur des invendus TNT et TF1 hors pic, évidemment, on a la capacité de pouvoir cliquer. Je vais vous faire je vais vous montrer la petite démo. Donc là, on se rapproche un peu de certaines interfaces d'acteurs digitaux qu'on avait avant sur le web. Vous voyez, c'est très simple. Donc, vous rentrez effectivement la chaîne que vous souhaitez. Derrière, vous voyez la grille des disponibilités. Vous choisissez votre format et vous choisissez votre cible. Alors, c'est en net. Hein, d'accord, il n'y a pas de négociation. Ça vous donne du coup votre coût GRPNet, sachant qu'il y a évidemment un algorithme qui modifie en temps réel le pricing du spot en fonction de la proximité de mise à l'antenne et évidemment de l'offre et la demande. Et hop, vous finalisez votre achat et c'est connecté à l'inventaire. Donc voilà, donc oui, nous faisons du programmatique télé, donc ce n'est plus un fantasme. Donc depuis janvier 2018, désormais, l'achat d'opportunités ne passe que par ce moyen-là. Et donc, on a déjà opéré 130 campagnes, ce qui représente à peu près 1681 spots, je les ai comptés ce matin. Et donc, par rapport à ça, c'est un début qui est extrêmement encourageant. Maintenant, derrière ça, pour nous, c'est un mode d'achat, ce n'est pas une fin en soi d'être dans une logique d'automatisation, parce que la valeur contexte reste absolument décisive. C'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas mettre notamment la partie peak time, qui pour nous est notre, on va dire, notre premium. Et surtout, on sait que il y a aussi une logique de démonstration dans le média planning du contexte et combien il y a un uplift aussi sur l'engagement parce que c'est 30% de mémorisation supplémentaire dans les contextes engageants. Donc tout ça, on ne veut pas le perdre au détriment de l'automatisation. Donc c'est accompagner, simplifier, donner des outils pour gagner du temps. Plutôt sur une logique de long tail, ce qui peut amener derrière, par rapport à ces travaux-là, on sait que France Télévisions aussi a commencé à lancer une plateforme également. Et on pense que voilà, tout le monde doit y aller. Mais c'est plus dans une logique aussi de préparer probablement la télévision segmentée et de pouvoir gagner de la productivité sur finalement de l'achat long tail ou de l'achat d'opportunités pour pouvoir garder de la valeur ajoutée et de la ressource sur effectivement toute la partie premium contextuelle qui reste absolument déterminante aujourd'hui et demain dans le choix d'un annonceur pour adresser en télévision. D'accord, peut-être le mot de la fin, c'était une ou deux choses à garder en vue pour conclure. La chose qui nous a vraiment interpellés, c'est effectivement l'histoire de la télévision linéaire en CPM et effectivement une logique de CPM data avec ces 8000 segments. Donc après, c'est peut-être trop, mais néanmoins, il y a, je pense, une feuille de route assez intéressante à développer dans les mois à venir sur cette capacité de pouvoir opérer finalement un écosystème à la fois linéaire et vidéo dans cet univers télévision. Et de pouvoir effectivement répondre à cette attente qu'ont les annonceurs et évidemment les agences, de pouvoir opérer sans couture entre les deux univers. Donc moi, je vois une vertu dans la plateformisation et l'automatisation qui est celle-ci, sans pour autant, je le redis, dénaturer l'enjeu du contexte et l'enjeu de la valeur et l'enjeu de la brand safety. Voilà. Bon, un grand merci. En tout cas, on voit bien que effectivement, la télé et la data, ça se rapproche plus que jamais. Et rendez-vous avec les équipes TF1. Donc, merci Sylvia. Merci beaucoup Sylvia pour votre témoignage.